Bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais la journaliste Judith Lucier, entre autres pour discuter de son dernier livre qui aborde les nuances et en fait tout ce qui entoure le phénomène de la cancel culture. Son livre qui s'appelle Annulé. Donc, on a eu une discussion sur le sujet et là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bonjour Judith, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça fait plaisir. J'avais le goût en premier lieu, moi je te connais surtout en tant que journaliste, mais j'avais envie que tu présentes un peu c'est qui Judith Lucier, puis c'est quoi ton parcours pour les gens qui te connaissent pas. Je suis en effet journaliste, c'est ça mon premier métier. J'ai fait un bac en communication et sciences politiques à l'Université de Montréal. Ça commence à faire 20 ans. Je suis connue comme étant féministe. Je l'ai pas toujours été. Je sais que tu vas me poser des questions là-dessus, fait que je brûlerai pas le sujet. Je dirais que être féministe, pour moi, c'est un cheminement. Puis que c'est un cheminement vers lequel on avance toujours, puis on apprend toujours des nouvelles choses, puis on découvre aussi qui on est comme féministe, puis comment on veut être féministe. Euh, quoi dire de plus? Je suis une personne euh, qui a deux grandes passions dans la vie, l'information, donc le contenu, je suis une grande, grande, grande curieuse. Puis mon autre passion, je dirais que c'est les personnes, donc comment les Mhm. gens vivent, comment, tu sais, j'ai aussi fait des études de sociologie au deuxième cycle, fait que j'ai un grand intérêt pour comment les humains interagissent les uns avec les autres. Puis ces deux passions-là font que je guide un peu ce que je fais dans la vie. J'ai pas vraiment de plan de match, mais je suis toujours orientée par ces deux pôles d'intérêt-là. Euh, Tu sais, tu dis que tu as des études au deuxième cycle. Comment ça s'est... Tu sais, mettons ton parcours journalistique, tout ça. Là, présentement, est-ce que tu fais juste de la rédaction? Tu sais, ça consiste à quoi un peu, ton travail? Quand j'ai fait mes études de deuxième cycle à la maîtrise en sociaux avec profil féministe, j'avais vraiment le goût de me pencher plus en profondeur sur justement les questions féministes. C'est des... Moi, je suis devenue féministe par les réseaux sociaux, par la chronique. Je trouvais que je manquais de théorie puis de profondeur dans mes réflexions. Puis là, quand tu arrives à la maîtrise en études de féministes, tu réalises que tu connais pas grand-chose, puis que tu as des croûtes à manger, puis que c'est plus complexe que ça. Parfois, les questions féministes sont plus complexes qu'un meme sur Instagram ou que. Donc, c'était super intéressant pour moi d'approfondir ça. Puis, mon travail, c'est toujours un travail de contenu. En ce moment, j'ai plusieurs chapeaux. Je travaille comme chroniqueuse au journal Métro. Je fais moins de journalisme ces temps-ci parce que je suis très occupée par l'autre projet qui m'occupe en ce moment, c'est-à-dire que je suis collaboratrice à l'émission Stat. Ma conjointe écrit la série Stat à Radio-Canada. C'est une quotidienne, donc c'est énormément de travail. Puis je l'aide dans ce projet-là, donc au contenu. Donc ça occupe beaucoup de mon temps, puis c'est moins en lien avec, par exemple, les questions féministes. Cela dit, ça reste un projet qui est foncièrement féministe parce que Marie-André et moi, on l'est. Donc, nos personnages, tu sais, on essaie que les histoires soient le plus féministes possible. Euh, je suis panéliste aussi à l'émission Le Monde à l'envers et Hmm. collaboratrice à l'Indice Maxime. Donc, tous ces chapeaux-là, en fait, ça reflète la pigiste que j'ai toujours été depuis 20 ans. C'est ce que j'aime, en fait, c'est de toucher à toutes sortes de projets dans lesquels je peux m'exprimer.
OK. Puis tu dis que un peu ton féminisme s'est développé avec le temps en apprenant aussi un peu plus là-dessus. Pourquoi tu dis que avant, mettons, tu te considérais pas féministe? C'est en lien, exemple, avec des, tu sais, des fois, il y a comme des étiquettes, je pense, qui sont associées à se considérer féministe, puis tu sais, des femmes enragées, tout ça. Ouais, absolument. Mais moi, j'ai grandi dans les années 90 où c'était vraiment, vraiment pas populaire d'être féministe. On avait vraiment cette perception-là après Polytechnique, que les féministes, c'était des femmes enragées qui étaient allées trop loin. J'ai grandi dans une famille avec une mère monoparentale, élevée par ma mère, ma grand-mère, entourée de mes deux sœurs. Donc, on était que des filles. Puis, le féminisme qu'il y avait chez nous, c'était un peu un féminisme de tout est possible pour toi, ma grande, si tu travailles fort. Tu sais, c'est un peu un féminisme libéral que j'appelle. Euh, je voyais ma mère qui menait des combats et qui les remportait. De grands combats féministes, là, par exemple, contre son employeur, contre sa propriétaire, contre un agresseur. Donc, je la voyais mener ces combats-là, puis les réussir. Puis je me disais, ben, tout est possible. Donc, après coup, j'ai réalisé que quand je suis devenue féministe, puis que je me suis éveillée à ces enjeux-là, j'ai vu tous ces combats-là non comme des réussites pour ma mère, mais comme des obstacles qui se présentent dans le chemin des femmes, puis tu sais, qui sait où ma mère serait rendue aujourd'hui si elle n'avait pas eu à mener ces combats-là. Elle Mhm. serait probablement moins fatiguée, quoique ma mère est assez inépuisable. Puis comme je disais, c'est ça, dans les années 90, vraiment pas populaire d'être féministe. C'est étonnant parce que moi je dis toujours, au lieu que Polytechnique nous éveille aux féministes puis nous dise, hey, il y a un problème. C'est comme si on avait dit, hey, le féminisme est un problème. Donc c'est un attentat antiféministe, mais c'est comme si on en avait imputé la faute aux féministes au lieu de Mhm. l'attribuer aux antiféministes, ce qui est pour moi un, un- une grande mise en garde sur tous les backlash qu'a vécu et que vivra le féminisme. Ça sera toujours comme ça, je le vois encore. Tu sais, là, je sais que les gens sont tannés là, du mouvement MeToo, puis je le vois que les gens sont tannés de ces enjeux-là, puis ils voudraient revenir à la normale ou à une époque où on pouvait tout dire, où on pouvait tout faire, puis qu'il n'y avait pas Mm. de maudites féministes qui nous disaient que nos jokes étaient pas drôles. Puis, donc, et, et, et donc, il y a eu ce backlash-là. Moi, j'ai grandi dans ce backlash-là des années 90. Donc, probablement que ma mère, son discours aussi était très antiféministe, puis qu'elle était dans l'air du temps, puis les adultes autour de moi, j'imagine, devaient dire que devaient envoyer ce message-là, que les féministes étaient des femmes pas fines, pas le fun, euh, gossantes un peu avec leurs enjeux qui répétaient tout le temps. Puis, fait que, moi, j'ai grandi là-dedans. Puis c'est quand je suis devenue chroniqueuse au magazine Urbania que j'ai réalisé que euh, en prenant la parole, je me suis faite en fait traiter de féministe. Puis ça a été comme une prophétie autoréalisatrice parce que en me faisant traiter de féministe, comme si c'était un fait alors que je m'étais jamais proclamée féministe du tout, c'est comme si on disait, ben, une femme qui prend la parole dans l'espace public, forcément, est féministe. Forcément, c'est un statement pour une femme de donner son opinion. Alors là, j'ai réalisé qu'on avait un problème. J'ai réalisé que ben, c'était pas un statement. Pour moi, ça allait de soi que les femmes, on pouvait autant prendre notre place dans la société que les hommes. Puis ça a été comme un déclic de me dire, ah ben si pour les gens, c'est un statement féministe juste de prendre la parole, qui est le minimum, là, qui est le minimum qu'une femme peut faire, Mhm. euh, ben d'abord, il nous reste des croûtes à manger, puis je dois être féministe. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais que ça a comme ouvert mes yeux, puis je dis toujours, une fois que tu mets les lunettes féministes, tu peux plus les enlever, tu vois les enjeux partout. Puis là, c'est devenu, j'ai comme adhéré à cette grille d'analyse-là, puis j'ai commencé à voir les inégalités, les doubles standards, puis Puis j'ai eu envie de creuser là-dedans. Puis je pense aussi que c'est arrivé à un moment où ben, le féminisme a eu
tout le backlash qu'on avait subi dans les années 90, dans les années 2000, toute cette image négative des féministes-là, ben là, était contrecarrée par une espèce d'image positive sur les réseaux sociaux. Il y avait plein de filles cool qui se proclamaient féministes, puis qui étaient le fun à suivre, puis qui m'éveillaient sur différents enjeux. Donc, je pense que c'est un concours de circonstances, puis ben, très heureux en ce qui me concerne. Mais justement, je voulais te parler d'un projet que tu as fait. Je crois que c'était avec Lily Boisvert, hein? Mhm. Vous avez fait le projet Les Brutes, que justement, juste le nom, je trouve, ça va un peu dans. Tant qu'à, tu sais, tant qu'à se faire dire qu'on est des enragés, puis Ouais, ben, on va profiter de ça, puis on va se l'approprier. En fait, c'était un projet, c'était à Télé-Québec, je crois. exact. Ça consistait en quoi, au juste, l'émission? Ben, c'était des capsules web, qu'on a présenté à Télé-Québec, qui était très ouvert à recevoir des projets web qui s'adressaient à notre génération. Puis je me souviens quand on l'a présenté, tu sais, on a dit ça va être un projet féministe, mais ça va être drôle. Tu sais, on avait vraiment mis des gants blancs pour présenter ce projet-là parce que ben c'est sûr que du point de vue tu sais, je disais que le féminisme commençait à être un peu plus cool, mais on savait que dans les institutions, il y a encore du chemin à faire. Mais on est tombé sur des décideuses qui étaient elles-mêmes féministes, qui étaient probablement féministes avant Polytechnique, puis qui n'ont jamais, elles, lâché le flambeau, euh, et qui nous ont accueillis donc à bras ouverts. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec Lily, avec Télé-Québec. Puis on avait le désir d'aborder des questions féministes, euh, puis de leur donner une touche très, très accessible. Donc, on voulait que ça soit drôle, que ça s'inscrive dans la culture pop. On appelait ça une espèce d'intellectualisme pop, c'est-à-dire qu'on voulait que ça Mhm. soit super digeste, puis que ça fasse rire les gens, puis que les gens fassent comme ah ben oui, tu sais, dans le fond. Euh, puis on a abordé à travers ça toutes sortes d'enjeux qu'on avait sur le cœur, puis on voulait rendre c'est ça, compréhensible et intéressant. Puis avec un mandat d'éducation, puis c'est ça. Puis aussi des fois de questionnement. Tu sais, des fois, on n'avait pas les réponses, mais on apportait. Tu sais, on disait, ben, voici un enjeu, on le met sur la table, discutons-en. Tu sais. Mhm. Fait qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. On a fait 3 saisons. Puis après ça, ben, on a passé à autre chose. On avait fait le tour de ces sujets-là. C'était quoi tes épisodes préférés, mettons, ou qui t'ont marqué le plus? Ah, c'est dur à dire parce que tu sais, il y avait toutes sortes de formes de sujets différents, mais tu sais, un qui m'a marqué beaucoup, c'est par exemple, on voulait dénoncer le sexisme grammatical. Donc, on a attaqué un peu tous les enjeux qui touchent, où il y a encore des relents de sexisme dans la langue, comme pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin, puis des trucs du genre, où tu sais, puis dans cette capsule-là, je me souviens, on disait, tu sais, la langue française a invisibilisé les femmes dans des rôles importants, par exemple auteur, le rôle d'auteur. On a décidé que ben, ça serait auteur et auteure, qui n'est pas très audible. Là, on le dit auteure, mais dans le fond, c'est un E qui est muet. Là. Puis, dans la capsule, on disait, ben, alors que la forme originale pour créer le féminin de auteur, ça aurait dû être, si on suivait les règles grammaticales établies en fonction des racines latines, c'est super complexe, je n'entrerai pas là-dedans, mais la vraie façon de féminiser le mot auteur, ça aurait dû être autrice. On disait ça, puis, tu sais, on était comme, vous êtes vraiment pas obligé d'utiliser ce mot-là. On sait que ça sonne bizarre. Puis aujourd'hui, quelques années plus tard, tu sais, on n'avait aucun espoir là, que ce mot-là allait Mhm. percoler dans la société. Puis à un moment donné, je l'entends, il est nommé à Radio-Canada. Je suis comme, oh, aïe, aïe, OK, Christian Bégin il a dit autrice, intéressant. Après ça, je l'entends à TVA. Après ça, je l'entends comme à Radio Commerciale. Puis là, c'est comme, c'est généralisé. Tout le monde utilise le mot autrice. Mm.
Au début, puis tu sais, au début, il y avait beaucoup de réactions, il y avait beaucoup de résistance même de la part de certaines femmes qui disaient ah que je trouve que ça sonne pas beau, autrice. Puis tu sais, ça, c'est tout ce qu'on appelle des dégoûts langagiers. C'est un espèce de sexisme intériorisé qui est très inconscient, là, qui fait que quand on entend des mots auxquels on n'est pas habitué, ça peut nous écœurer, surtout si c'est pour mettre de l'avant un enjeu féministe ou un enjeu comme le mot lesbienne, tu sais, il y a beaucoup de femmes lesbiennes qui font du dégoût langagier par rapport à ce mot-là parce que elles sont pas à l'aise elles-mêmes avec leur propre orientation sexuelle. Donc, on a un peu essayé de déconstruire ces craintes-là, puis ça a marché plus que ce que je pensais. Puis je trouve ça beau, tu sais, je trouve ça beau de voir. Je dis pas que c'est à cause de notre capsule des brutes que le mot autrice est rentré dans la langue parlée, mais je pense qu'on a mis notre. Tu sais, on n'était pas les seuls à militer pour ça, mais on a mis notre petite brique à l'édifice, puis Mhm. on voit que ça a eu un impact. Ça, c'en est une que j'aimais beaucoup. Il y en avait une aussi sur le sourire que j'aimais, tu sais, parce que on s'attend des femmes qu'elles sourient. Puis il y a toute une série d'explications à ça, super intéressantes. Puis quand un homme demande à une femme de sourire, c'est tellement pas banal. Ça replace la femme dans tout son rôle de care puis de soin envers les autres. Puis si vous allez écouter la capsule, vous voyez que, tu sais, c'est ça que j'aimais des brutes, en fait, c'est qu'on prenait un sujet qui pouvait avoir l'air vraiment banal, comme le sourire des femmes, puis on, on t'expliquait à quel point c'était loin d'être banal, puis à quel point ça avait des Mhm. ramifications très intenses dans nos rapports, dans les rapports genrés entre les individus, dans la société. Fait que ça, c'est les deux qui me viennent en tête, là, mais si vous connaissez pas les capsules des brutes, vous avez des intérêts pour le féminisme, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui aient mal vieilli, là, tu sais, je pense qu'on avait fait quand même un bon travail, puis j'étais assez fière de ce projet-là. Mais je te trouve bonne quand même de autant avec ce projet-là que dans tes chroniques, tu sais, on le sait quand on a même si mettons c'est pas nécessairement des positions que tu dis là, que tu dis mot pour mot que c'est féministe, mais on voit quand même dans tes chroniques tout ça que c'est teinté de certaines valeurs féministes. J Puis souvent, ben, je pense que ça vient quand même avec un certain, lot de critiques là. Tu Mhm. sais, comment tu trouves ça de d'afficher certaines valeurs comme ça qui sont encore très, critiquées par certaines personnes, certains groupes? Tu sais, comment tu reçois ça des fois, les retours? Ben, Hem, aujourd'hui, vraiment super bien, parce que pour parce que j'ai cheminé. ouais. En 2017, 2018, je me souviens pas exactement c'était en quelle année, mais moi, j'ai fait un super gros burn-out, là, justement en réaction à tous ces commentaires-là. Puis je pense en réaction, après ça, je l'analyse aussi différemment, c'est-à-dire que je vois des gens arriver dans la vie publique comme moi dans ces années-là, puis c'est difficile, tu sais, c'est difficile d'avoir autant de Mmh. rétroactions soudainement, puis c'est une adaptation, puis moi, je croyais tellement à mes idées que j'avais de la misère à tolérer qu'il y ait des gens qui étaient contre moi. Puis maintenant, bon, aussi, ben, la société a évolué, puis des choses que je défendais il y a peut-être 7-8 ans qui m'apparaissaient, moi, euh, euh, aller de soi. Ben, pour plusieurs personnes, c'était très choquant, pas choquant, mais c'était oh, attends un peu, j'avais pas réfléchi à ça comme ça, tu sais, est-ce que les femmes pourraient se promener les seins nus dans la rue? Moi, ça m'apparaissait comme un enjeu de double standard. Oui, si les hommes peuvent, ben pourquoi les femmes pourraient pas, tu sais? Mais à l'époque, tu sais, les gens n'étaient pas prêts à recevoir ces réflexions-là, puis ça faisait énormément réagir. Puis j'avais pas peut-être la maturité de voir d'accepter que les gens étaient sur une courbe d'apprentissage, puis que c'était normal que Ouais. ça allait pas de soi pour eux nécessairement, parce que moi j'avais compris des affaires, j'étais comme ben ils vont comprendre eux aussi très rapidement. J'avais beaucoup d'espoir envers la société. Mais et finalement, ben, aujourd'hui, je vois que des combats que je menais il y a 7-8 ans, ben, maintenant, sont entrés un peu dans les mœurs, puis que ça choque beaucoup moins. Puis quand,
quand je reçois des commentaires aujourd'hui, ben ça arrive, par exemple, quand je suis à la télé, qu'on me fasse des commentaires sur mon habillement, parce que des fois, je me fais dire que je porte pas de brassière. En passant, je le sais. Puis je me le fais reprocher. Puis je suis comme, Ah, ben, c'est correct. Ça vous regarde, Gaétan. Moi, je suis à l'aise avec ça. mhm. Puis, ou quand je reçois des commentaires, bon, par exemple, au Monde à l'envers, moi, au Monde à l'envers, je suis à TVA, je suis la féministe woke de service, c'est ça mon rôle. Je débat contre des Guy Nantel, Sophie Durocher, Richard Martineau. C'est normal que le public soit pas forcément vendu à mes idées. Fait que moi, je vois ça comme simplement une opportunité de faire connaître mes idées à un public qui est vraiment pas gagné d'avance, qui est vraiment un public qui est souvent plus du côté de Guy Nantel, Sophie Durocher, Richard Martineau. Euh, alors, si j'avais pas envie de recevoir des commentaires me traitant de maudite féministe woke qui a rien compris, Ouais, j'irais pas là, tu sais. ouais. Puis aujourd'hui, je le vois vraiment différemment. Probablement avec plus de maturité puis de recul, puis je suis vraiment... mais tu sais, je trouve ça dommage qu'il y ait encore des réactions parfois, parfois violentes, oui. Euh, J'aimerais ça que tout le monde adhère d'emblée au féminisme, mais c'est pas ça la vie. Il y a beaucoup de résistance, puis c'est normal parce que Mhm. ben, on revendique une place dans la société, puis forcément, si on revendique cette place-là, ça va faire en sorte que des gens qui monopolisaient l'espace vont être un peu tassés. Mais en tout cas, je te lève mon chapeau parce que moi, je pense que je suis encore, tu sais, je suis plus la toi d'il y a quelques années qui est Ça se encore peut. dans pourquoi ça Courage. avance pas, tu sais. Ouais. Mais oui, en effet, ça prend beaucoup de patience. Puis en même temps, ben, je crois que de plus en plus, j'évolue là-dedans, là, mais tu sais, ces gens-là pensent d'une façon à cause d'une éducation qu'ils ont reçue, à cause de. Fait que, tu sais, c'est de pas se fâcher, mais d'être plus dans l'écoute, puis la compréhension, puis le partage d'idées. Mais ouais, je pense que c'est ça. C'est juste que des fois, il y a des commentaires qui viennent de gens qui ont pas nécessairement, qui sont pas dans le dialogue, là, tu sais, qui sont plutôt Ouais, dans. ouais, ouais. Puis quand on parle de dialogue, tu sais, c'est très rare qu'on souhaite vraiment un dialogue. On veut Ouais, gagner, on veut gagner, on veut convaincre, on veut. ouais, Donc, c'est ça. Mais c'est ça la game. C'est ça la game qu'il faut jouer. Puis, ouais. c'est ça. J'essaie de l'aborder avec le plus d'ouverture possible. Mhm. Je t'ai invitée aujourd'hui pour parler surtout d'un sujet qui est quand même un sujet chaud dans les dernières années, euh, depuis surtout 2020 là, au Québec. En fait, j'ai lu ton livre qui s'appelle Annulé. Moi, je l'ai lu cette année, mais c'est quand qu'il est sorti exactement? Il est sorti. Oh, j'ai pas la date. C'est 2000. C'est assez récent, là. Je pense que c'est 2021 ou 22. Ouais, ok. Euh, ben, en fait, c'est ça. Ouais, 2021. La fin Bref, de là, l'année. La fin de. J'ai écrit ça l'été 2021. OK. Fait que c'est quand même récent. En fait, c'est un livre où tu offres des réflexions sur la cancel culture. J'aurais aimé ça d'abord, là, qui t'explique, pour ceux qui ont aucune idée c'est quoi, la culture du cancel ou de l'annulation, ou peu importe tous les termes là, qu'il peut y avoir, en quoi ça consiste. Mais c'est assez compliqué à expliquer parce que ce que j'ai découvert en fait dans l'écriture de cet essai-là, c'est que un peu comme les woke, chacun a sa définition de ce qu'est la cancel culture, puis Ouais. chacun a l'impression d'être le plus cancellé de toute la gang, tu sais, parce que en fait, la cancel culture, l'expression part d'une espèce de ce qu'on appelle une panique morale, c'est-à-dire une peur de puis dans ce cas-là, c'est une peur de se faire empêcher de parler, de se faire brimer sa liberté d'expression. Puis la droite va utiliser cette expression-là pour dire on peut plus rien dire, on peut plus faire des jokes de mon oncle, on peut plus dire que les femmes sont des personnes avec un utérus, on peut plus sans se faire exclure de la discussion ou de cercles sociaux. Euh, Puis, ben, ce que j'observe, c'est que, ben, il y a ce phénomène-là existe, mais il y a aussi
toutes les personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables, qu'on fait taire, puis qu'on réussit à faire taire, parce que c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais ça, on n'appelle pas ça de la cancel culture généralement. Ça passe un peu sous le radar parce que les gens qui sont censurés de cette façon-là, qu'on n'invite pas dans les émissions, qu'on n'entend jamais parce que c'est pas intéressant. Les décideurs jugent que c'est pas intéressant de leur point de vue. Mais ça, on n'appelle jamais ça de cancel culture. C'est business as usual, en fait. Mais le fait que des journalistes racisés, par exemple, on va les affecter à des histoires qui ne concernent pas le racisme parce qu'on dit qu'ils sont biaisés. Le fait que, par exemple, moi, mettons, pour la promotion de mon livre, je ne vais pas être invitée à telle ou telle émission parce que c'est pour toutes sortes de raisons que je suis trop biaisée, je te dirais, pour expliquer. On n'appelle pas ça de la cancel culture. Que certains artistes, par exemple, il y a toute cette idée que Michael Jackson a été victime de cancel culture parce que depuis qu'il y a eu un documentaire qui établit des allégations d'agression sexuelle envers des jeunes garçons, il y a des radios qui sont plus frileuses de diffuser du Michael Jackson. Ça, on va appeler ça la cancel culture. Mais le fait qu'on n'entende jamais les sœurs bouler à la radio commerciale parce que, toutes sortes de raisons, on trouve ça trop plate, on trouve ça trop pleurnichard, on trouve ça trop... ça, c'est jamais considéré comme de la cancel culture. Fait qu'il y a comme un deux poids, deux mesures. Cela dit, quand j'ai abordé le sujet de la cancel culture, ma posture c'était, ça n'existe pas, la cancel culture, c'est une panique morale que la droite a inventée pour faire taire la gauche. Après coup, j'ai réalisé, je peux pas nier que le phénomène existe, mais il est beaucoup plus complexe que ce que la droite voudrait nous vendre. Puis il touche toutes sortes de personnes, notamment les personnes les plus vulnérables. Pourquoi tu as voulu écrire là-dessus? Parce que d'abord, j'ai écrit l'essai On peut plus rien dire 2 ans avant, dans lequel j'abordais un peu ces phénomènes-là, mais à cette époque-là, on parlait pas de cancel culture. Mais il y avait toute une série de nouveaux termes puis de nouvelles préoccupations qui étaient arrivées dans l'espace public. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec l'appropriation culturelle ou des questions comme le racisme systémique ou des trucs du genre. Puis on n'avait pas on n'avait pas identifié que ça menait nécessairement à la cancel culture encore. Mais parce que le lien était très évident, à chaque fois qu'il y avait une question de cancel culture, les journalistes m'appelaient pour me demander de m'exprimer sur ce sujet-là. Puis j'étais comme, mais moi, dans On peut plus rien dire, j'ai pas traité précisément de la question de la cancel culture. Puis je dirais que mes opinions là-dessus sont pas assez claires ou sont pas assez. J'avais besoin de réfléchir davantage au sujet puis d'analyser la question sur toutes ses coutures pour avoir une opinion plus complète. Puis en écrivant le livre Annulé, j'ai réalisé que ça me prenait une opinion pas mal plus nuancée surtout. C'est ça qui était difficile avec cet essai-là, c'était d'arriver avec une réflexion nuancée parce que c'est un sujet qui est très polarisant. Donc, c'est de cette façon-là que je suis arrivée à la conclusion que c'était pas quelque chose qui n'existait pas, mais c'est pas quelque chose qu'on avait, mettons, illustré de la bonne façon. Et de la même façon, puis tu sais, dans cet essai-là aussi, j'ai abordé la question des woke. Tu sais, les woke aujourd'hui, c'est une insulte là, dans la plupart des cercles de discussion, alors que, c'est né cette expression-là d'une volonté d'illustrer cet état dans lequel on se trouve quand on est éveillé à certains enjeux sociaux. C'est sûr que après ça sonne prétentieux. Tu sais, moi, j'ai vu la lumière, pas vous. Donc, ça a été rapidement récupéré par la droite, puis maintenant, c'est une insulte suprême là, d'être woke, puis c'est les woke qui nuisent à tout. On a l'impression dans le discours public. Donc, juste le fait que... Puis moi, je me suis intéressée à annuler au rapport de pouvoir. Tu sais, comment justement on a réussi à prendre un mot qui était à connotation positive pour la gauche, puis pour une certaine partie des militants pour la justice sociale. On a pris ce mot-là, puis
la société a réussi à en faire un mot négatif, une insulte, ben, je pense que c'est parce que justement le rapport de force est favorable à tous ceux qui sont pas woke. Donc, Mhm. c'était, c'est ça que j'ai essayé de faire en fait dans cet essai-là. Puis c'est ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir essayé de mettre en lumière les rapports de force qui font que, ben, malgré que la cancel culture soit un phénomène très grave, ben, c'est important de toujours analyser les rapports de force en présence quand on Ouais. regarde ce phénomène-là. Ouais, mais c'est ça, ce que je trouve aussi intéressant dans ton livre, c'est que tu sais, c'est quand même très bien nuancé parce que tu montres justement toutes les facettes. Je pense que moi, mettons, en lisant tes chroniques, tout ça, je sais un peu peut-être toi, tu te situes où, mais tu sais, je veux dire, ça offre quand même toutes les facettes. Puis après, la personne, après la lecture, peut quand même décider de lui l'opinion qu'il va se faire de ce phénomène-là, tu sais. Mhm, Je t'invitais pas pour qu'on commence à, tu sais, vendre la cancel culture puis tout ça, mais plus parce mhm, que je pense que c'est un phénomène qui encore, je trouve, on apprend encore de tout ça, puis de c'est quoi mhm, les impacts que ça peut avoir. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir une discussion là-dessus. Tu sais, moi, j'étais en violence sexuelle, fait que c'est sûr que de mon côté, la version, si je pourrais dire que je connais davantage, c'est de canceller des agresseurs. mhm, Hem, puis encore une fois, c'est difficile de voir tu te situes où là-dedans, tu sais, parce que tu dis: «Il y a une réhabilitation, il y a ci, il y a ça», mais les victimes, eux, vivent des conséquences dans l'ombre. Fait que tu sais, c'est comme c'est pour ça que j'aimerais ça discuter avec toi de, tu sais, ça peut être quoi les pour, ça peut être quoi les contre de la cancel culture. Tu sais, on voit beaucoup, là, une des sœurs Stratis qui parle beaucoup de son cancel puis de son expérience là-dedans. Puis, je veux dire, on est une société ouverte à la liberté d'expression. Je trouve ça bien aussi que cette personne-là puisse discuter de comment elle l'a vécu. Mais, fait que c'est ça, c'est difficile de se positionner. Parce que c'est difficile premièrement, la question, est-ce que tu es pour ou contre la cancel culture? Moi, je réponds toujours, ben, je peux être ni pour ni contre. Comme société, on n'a Mhm. pas beaucoup de contrôle sur ce phénomène-là parce que c'est un phénomène de groupe. Donc, même moi, si j'étais pour ou contre, j'aurais peu d'emprise là, sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec Julien Lacroix. Puis j'aime ça prendre ce cas-là parce que Julien Lacroix, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé dans la vie, que je connais, donc je suis capable d'avoir de l'empathie pour ce qu'il vit. Mais je vois très bien le phénomène de société par lequel, en ce moment, euh, on met davantage de l'avant les répercussions pour Julien Lacroix de son cancel que les répercussions pour les victimes de ce que Julien Lacroix a pu faire. Donc, je suis, le même individu que je suis, la même personne peut à la fois avoir de l'empathie pour ce qu'il vit, c'est plate, bon, c'est pas le fun, considérer que ben, ce qu'il a fait, c'est très grave. Moi, je continue à penser que c'est grave, euh, que je ne crois pas. C'est compliqué. Moi, je peux pas décider si Julien Lacroix peut ou non revenir dans l'espace public, mais je trouve ça particulier qu'on veuille lui donner la lumière à nouveau, comme si c'était quelque chose qui lui était dû, Ouais. alors que c'est quelqu'un qui a commis, tu sais, pour moi, quelqu'un qui est célébré dans l'espace public, ben, c'est quelqu'un qu'on admire, qu'on trouve inspirant. Euh, Moi, je trouve que c'est grave ce qu'il a fait. Puis après ça, est-ce que la façon dont ça a été dénoncé, les répercussions que ça a eu sur lui, est-ce que c'est ça qui devait arriver? Je peux pas me prononcer là-dessus parce qu'on j'ai Ouais. ni de contrôle là-dessus. Je suis pas une de ses victimes. Est-ce que ça a été trop grave? Est-ce que c'était plus grave que ce que ça aurait été s'il avait été dénoncé au criminel? Tu sais, moi, je pense que les victimes j'appuie les victimes qui l'ont dénoncé. Je pense que ça a libéré une parole qui mérite d'être libérée. Moi, je suis allée relire l'article. Je pense que le premier article qui a dénoncé les comportements de Julien Lacroix, je pense que ces comportements-là méritaient
d'être dénoncé. Euh, Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec Julien Lacroix? Est-ce qu'on veut qu'il se rétablisse? Ben moi, je le soutiens fermement dans son désir euh, de, de s'améliorer comme personne. Je sais qu'il a fait des démarches par rapport à sa consommation d'alcool. Moi, je pourrais jamais euh, ne pas encourager ça. J'ai moi-même arrêté de consommer d'alcool il y a 5 ans, puis tu sais, je pense que c'est une démarche pertinente pour tout le monde. Mhm. Je pense que quiconque veut s'améliorer doit entreprendre une réflexion importante. Puis, tu sais, si ça, c'est pas possible, ben, qu'est-ce qu'on attend? Moi, je suis pas dans une. J'aime pas être dans une perspective punitive. Je préfère être dans une perspective constructive où, comme société, on discute ensemble mais il faut que tous les partis soient Ouais. disposés et à l'écoute, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours ce que je vois dans le discours euh, des personnes qui ont été annulées ou bannies. Tu sais, j'entends beaucoup de victimisation dans le discours de Julien Lacroix. Je lui ai dit personnellement que ça me dérangeait, que je trouvais que c'était plus constructif d'être dans l'écoute des conséquences de ses actes. Donc, tu sais, c'est sûr, c'est complexe comme, euh, Mhm. comme sujet, puis j'arriverai pas avec une réponse aujourd'hui. Mhm. Euh, mais je pense que comme société, on a encore de la réflexion à faire là-dessus. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que tu sais, les vagues, des fois, sont tellement grosses et puissantes que, tu sais, c'est pas comme si ça s'était fait de façon super douce de dire, ben, Mhm. regarde, on va te retirer tel privilège parce que là, tu as posé des actes, puis je crois que il serait bien que tu ailles voir à comment tu veux agir dans les prochaines années, puis quelle personne tu veux être. Mais c'est pas de cette façon-là que c'est fait, tu sais, c'est très médiatisé. Puis ben, Mhm. à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est pointé du doigt, peu importe là, le côté que ça vient avec des menaces de mort, ça vient avec. Fait que c'est. Puis, tu sais, nous, ben, veux pas, Calax, on a un volet qui est les luttes, les revendications. Fait qu'on se positionne beaucoup. Puis, pas plus tard que, dans le fond, hier, on publiait une lettre ouverte, dans le fait, à un bar à Trois-Rivières qui va recevoir Julien Lacroix prochainement pour sa tournée. Puis, tu sais, ben, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on participe à, ben, qu'on ronge un cadavre, puis qu'on, tu sais, on. Ouais. Mais tu sais, si vous, les Calax, qui luttez contre les agressions à caractère sexuel, ne pouvez pas vous exprimer là-dessus sans vous faire reprocher de. Tu sais, votre liberté d'expression est nécessaire aussi. Vous devez Mhm, exprimer votre inconfort. Après ça, est-ce que Julien peut s'exprimer dans ce bar-là? Est-ce que le bar peut décider d'accueillir Julien? La réponse est oui, mhm, avec la possibilité de recevoir des lettres de gens comme vous qui expriment leur inconfort. Fait que, tu sais, il faut que toutes ces paroles-là puissent exister. Moi, je m'attends des Calax que vous revendiquiez encore mhm, qu'il y ait un inconfort. Fait que, tu sais, c'est votre rôle. mhm, Si vous le faisiez pas parce que vous aviez peur de vous faire traiter de rongeuse de cadavres, ben ça mhm, serait un problème. mhm. Ouais. Puis, tu sais, comment tu vois ça, le fait que des gens, sans qu'il y ait exemple de que ce soit en violence sexuelle ou peu importe là, les motifs, mettons, qu'on Mhm. retire des gens de la sphère publique ou de leur rôle en politique ou peu importe, pour des accusations quelconques. Est-ce que selon tes lectures puis tes réflexions par rapport à ça, c'est une façon comment on voit ça? Le fait de retirer quelqu'un de son rôle, parce qu'il y a des accusations, mais qu'il y a pas nécessairement d'inculpation ou de tu sais, que ça a pas été nécessairement Ouais. reconnu, disons, juridiquement que Mais moi, le côté, la question juridique, je m'en fous parce que, tu sais, je veux dire, on a bien vu que le système judiciaire est pas apte à rendre justice mmh aux victimes. Fait que, tu sais, je pense que les victimes doivent continuer à, à- à dénoncer. Je veux dire, elles sont pas responsables des conséquences que ça va avoir pour la personne. Si elles ont une vérité à dire,
moi, je pense qu'elles doivent la dire. Euh, Après ça, je peux pas te dire est-ce qu'il faut ou non canceller les individus qui ont fait des choses pas correctes. Premièrement, c'est du cas par cas. C'est vraiment Ouais. trop complexe pour être tranché, cette question-là. Puis deuxièmement, tu sais, je me pose beaucoup la question, puis je vais te donner un exemple super basic et populaire, là, tu sais, comme qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif quand on cancelle des individus? Puis je te donne l'exemple d'Occupation Double. À Occupation Double, cette année, il y a des individus qui sont accusés de faire de l'intimidation. Puis, ce que la production adopte comme solution, c'est de les effacer. Ça, c'est vraiment un exemple flagrant de cancel culture. On efface des individus parce qu'on dit ça, ça dérange. Je veux pas voir ça. Ça, c'est un peu Puis la production a fait ça sous la menace des commanditaires qui, eux, réagissaient au discours des téléspectateurs. Mais je pense que c'est un paquet d'incompréhensions qui mène à ça, parce que la vérité, c'est les téléspectateurs qui s'insurgent contre l'intimidation à Occupation Double, là, ce qu'ils veulent, c'est-tu ne plus voir ça dans leur écran ou c'est d'en discuter? Moi, si je dénonce un comportement, j'ai pas envie qu'on qu'on fasse comme s'il avait jamais existé. J'ai envie qu'on nous le montre, Mhm. qu'on nous montre exactement comment. Puis tu sais, c'est sûr que c'est plus complexe que ça parce que d'emblée, en partant, ce comportement-là a été montré par la production Ouais. et accentué probablement par le montage, accentué par... Donc, la production a d'abord mis en scène des situations d'intimidation. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé, mais ils ont été probablement exacerbés par le montage. La vie est plus complexe qu'un épisode d'Occupation Double. Puis après ça, ben, on nous dit, OK, vous n'êtes pas content, on l'enlève. Mais c'est pas ça. Tu sais, vous n'êtes pas content, peut-on en discuter? Mhm. Moi, j'ai toujours écouté la réalité parce que je pense que c'est un reflet bien imparfait là, de la société dans laquelle on évolue. Puis je pense que ça nous intéresse parce que ça nous permet d'aborder des enjeux de société à travers ce prisme-là. Je- Moi, si on... Tu sais, je trouve qu'il n'y a rien de constructif dans comment cette situation-là a été gérée. Puis, tu sais, je pense qu'on peut faire le chemin avec les agressions sexuelles de la même façon, c'est-à-dire, moi, j'ai une inquiétude que devant la gravité des conséquences pour les agresseurs sexuels, des ben, perçus, je dirais, de la gravité perçue euh, des conséquences pour les agresseurs sexuels, euh, que on retombe dans une culture du silence. Mhm. Parce que on sait, les agressions sexuelles, ben, tu le sais mieux que moi, là, sont commises souvent par quelqu'un qu'on connaît. Mhm. Euh, C'est et les, ben, 85% du temps, quelqu'un qu'on ouais. connaît. Puis les femmes, une des raisons pour lesquelles les femmes dénoncent pas les agressions sexuelles, c'est justement parce on est socialisé à être gentil, à prendre soin des gens, à pas déranger. Donc, on ne dénonce pas un agresseur parce qu'on veut pas nuire à sa carrière, on veut pas nuire à sa vie, sa famille, ci, ça. Euh, et j'ai peur qu'on retombe dans une culture du silence parce que, ben, mettons, moi, je veux dénoncer mon agresseur, mais je veux pas qu'il subisse toute le, la cancel culture que j'ai vue sur les autres Ouais. agresseurs. Fait que, tu sais, c'est super complexe. Mhm. Euh, Puis, je veux qu'on continue à dénoncer les agresseurs, mais j'aimerais qu'on en vienne à une solution qui ressemble plus à de la justice réparatrice. C'est un peu comme ça que je termine l'essai annulé. C'est-à-dire que j'aimerais ça qu'au lieu d'en venir à des conséquences extrêmes de je t'efface de l'espace public, je fais comme si tu n'avais jamais existé, j'efface ton nom, j'efface les épisodes dans lesquels tu étais. J'aimerais ça qu'on aborde collectivement ces questions-là de manière constructive, puis qu'on puisse nommer cette personne-là a fait ça. Ça m'a fait subir telle conséquence. Je l'ai vécu de cette façon-là. J'aimerais ça que la personne qui m'a fait ça puisse en prendre conscience, Mhm. puisse dire c'est vrai, j'ai fait ça. Euh, euh, J'avais pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir. Parce que
pour toutes sortes de raisons, puis je veux pas entrer dans des excuses, mais je veux Ouais. dire, je pense que les gars aussi sont socialisés à se calisser des femmes. Fait que, tu sais, Mhm. il y a une prise de conscience de la société à prendre également. Puis, euh, puis c'est pas ça que je vois en ce moment. C'est pas des discussions comme ça. C'est plus des discussions manichéennes dans lesquelles on dit lui, il est mauvais, elle est victime, ou peu importe. Puis, je vois pas qu'on grandit à travers ça. Mais je veux qu'on continue à dénoncer. Je Ouais. veux qu'on continue à dénoncer, mais qu'on en vienne à des solutions plus constructives. Puis, et aussi, je pense qu'on en vient à quelque chose d'aussi manichéen parce que les gars sont sur la défensive. Les agresseurs sont sur la défensive. Ils sont non, j'ai pas fait ça, ou c'est pas ce que vous pensez, ou j'avais telle raison, ou Mhm. j'aimerais ça que les gars soient plus à l'écoute. J'aimerais ça que les agresseurs, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'ils sont sur la Mais défensive parce oui, que ils perçoivent les conséquences comme étant très graves, donc ouais. c'est sûr qu'ils se mettent sur la défensive. Ah, c'est ça. C'est tellement complexe parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Souvent, les femmes vont. Si on parle, mettons, de dénonciation publique, ben, je comprends parce que moi, je suis la personne qui déteste le plus le conflit au monde. Fait que probablement qu'être dans cette position-là, tu penses à ce que ton agresseur va recevoir comme commentaire ou Mhm. comme conséquence, tout ça. Ouais. Mais là, ce qui arrive en réalité, c'est que les victimes qui dénoncent publiquement, ben finalement, c'est elles qui se font pointer du doigt. Tu sais, si on pense à Beaucoup! Safia Nolin, ben, au Ben final, oui. c'est elle la méchante dans l'histoire, là. Tu Oui, sais, puis fait si que. on pense aux victimes de Julien Lacroix aussi, il y a eu énormément Mhm. de backlash envers elle. Mhm. Fait qu'au final, il y a comme pas de moyen de gagner présentement entre le système de justice classique ou Mhm. pour le vivre au quotidien, les démarches sont souvent arrêtées à l'étape du procureur et ne vont pas en cours par manque de preuves. Puis, lorsqu'on dénonce dans les réseaux sociaux, ben, fait que c'est bien complexe. Oui, les femmes pourraient décider de rester dans le silence. Après, pourquoi, toi, en tant que victime, tu vis des conséquences, tu fais des démarches, tu vas consulter, alors que Ouais, la personne qui a posé l'acte vit sa best life, là, tu sais. ouais. Fait que, mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de continuer la discussion là-dessus. Puis je pense que oui, des pistes comme t'apportes, la justice réparatrice, puis tu sais, de continuer de fouiller, là, puis de voir Mhm. ça peut être quoi les Ouais. solutions. On n'a pas fini de trouver des solutions à ça. Ouais. Mais en tout cas, merci d'avoir quand même pris le temps de venir en jaser avec moi. Je sais qu'on n'a pas, c'est pas aujourd'hui qu'on on a trouvé les. On réglera pas le problème des Non, agressions sexuelles non. aujourd'hui. Tout à Désolée. fait, mais je trouve quand même que puis c'est ça que je trouve, dommage. Ben, tu vas peut-être pouvoir me dire, là, t'as-tu des gens, mettons, que la plupart du temps, vous avez des points de vue différents, tout ça, qui ont lu ton livre puis qui t'ont dit comme: «Ah, ben, je l'ai lu», puis, parce que Euh, c'est juste qu'un livre comme ça, ben, moi, c'est sûr que je vais aller le lire, puis je trouve que c'est pertinent, puis je trouve ouais. que tu nuances. Mais on dirait que j'ai l'impression que les personnes, exemple, qui te connaissent comme ayant des positions féministes, puis certaines personnes, sans les nommer, mais dont qui tu parles dans ton livre, mais est-ce que ces personnes-là vont prendre le temps d'aller le lire puis de. Je sais pas. Je pense que, tu sais, mettons, ces gens-là, je pense pas que je vais réussir à les convaincre. Ce qui me fait plaisir, c'est quand des gens qui se situent entre les deux, qui n'ont pas vraiment d'opinion sur le Ouais, sujet, lisent le livre puis disent ah, tu sais, je pensais que tu serais bien plus enragé que ça, ou plus extrême, ou moins nuancé, puis ça m'a fait voir des choses différemment. Fait que, tu sais, mmh, j'aime ça, m'adresser aux gens qui sont comme entre deux chaises, qui sont pas campés dans leur position, puis ouais, les amener un petit peu de mon côté. Euh, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Puis après ça, ouais, ben, sans convaincre les gens qui sont complètement à l'opposé de comment je pense, ben, j'espère apporter au moins leur mettre un petit peu de sable dans l'engrenage, puis, tu sais, les mmh amener à réfléchir autrement, mais je me fais pas j'ai pas non. d'espoir tant que ça, Mais au là-dessus. moins le livre est là, tu sais, puis il existe, puis je trouve que, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu sais, le but oui, il y a toujours quand même quelque chose de convaincre, mais je pense que le but, c'est juste aussi d'ouvrir la discussion, puis de parce que
tu sais, je sais pas si, ben probablement, là, t'es journaliste, probablement que tu le fais aussi, cette réflexion-là. Mais tu sais, des fois, tu te dis, ah, tu sais, quand je vais trop dans ce que je connais, puis je lis des choses qui vont dans mon Ouais, sens, ouais. ben là, tu te dis, ben là, je suis en train moi-même de comme me bloquer aux autres opinions, puis de, tu sais, comme me restreindre finalement à ouvrir peut-être mes opinions. Fait que, tu sais, des fois, c'est pour ça que je trouve que c'est important de se renseigner comme sur les deux côtés, puis pas juste maintenir, mettons, les mêmes Mhm. auteurs tout le temps. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que ce genre de lecture-là, puis je trouve qu'en tant que journaliste, tu le fais bien quand même de nuancer puis de montrer les deux côtés. Ben, je trouve que ça peut être intéressant à n'importe qui, finalement, de lire cet ouvrage-là. Fait que, bref, en espérant qu'il y ait déjà une ou deux personnes ici vont aller se le procurer. Mais c'est sûr que ceux qui écoutent le balado du Calax, probablement Non, sont déjà c'est un ça. peu... ouais, À moins voilà. que ce soit un groupe d'incels qui cherchent à Oui, vous trouver des coups, là, vous irez les ramener. oui. Mais en tout cas, merci beaucoup, Judith, pour ton temps. C'est vraiment Merci à apprécié. toi, c'était un plaisir. Hem, T'as-tu des projets qui s'en viennent autres ou là, présentement, tu travailles beaucoup, comme tu dis, avec ta Ouais, conjointe sur Stat? ouais, ben, tu sais, je faisais le cabaret des sorcières. Si les gens veulent aller écouter les épisodes du balado Cabaret des sorcières, mais c'est sur pause. Fait que c'est ça. Pour l'instant, je suis vraiment plus occupée sur Stat. Puis sinon, ben, les gens peuvent lire mes chroniques dans Métro.